Tout s'effondre, la fin du capitalisme est proche. Terminer la finance déconnectée de la réalité. Place au crack généralisé. Chute sur toutes les places financières mondiales, moins 20% sur la semaine en Allemagne, moins 72% sur le CAC 40, 70% sur Amazon. Place au sell-off. Oh, faut faire un teasing là, faut faire du clic là, tu crois quoi toi? Tu crois que ça vient comme ça du ciel? La revanche des ours a sonné. Bon bah pour une fois qu'il y a du vert dans la partie macroéconomique, une fois n'est pas coutume, on va quand même insister dessus. Que ça soit en Chine, le chômage hebdo américain, l'ISM manufacturier aux États-Unis et même les stocks de pétrole hebdomadaires ont été 3 fois inférieurs aux attentes. Rebond de la consommation spectaculaire, moins 9,4 millions de barils sur la semaine. Le marché en attendait moins 2 millions seulement. Bah alors? Et même le NFP a été conforme aux attentes. 1,4 million de postes créés le mois dernier. Putain, elles sont pas bonnes les news là un peu là. Et tu me crois pas, les marchés se sont dit c'est le moment de faire la purge. Ah oui, alors attends, non, j'ai oublié, le chômage aux États-Unis, tu n'imagines même pas comment c'était. Il était à plus de 10% en juillet et au mois d'août, il est passé à 8,4% seulement de chômage. Et même le marché ne s'y attendait pas, 9,8% attendu. Putain, mais voilà les bonnes nouvelles. Bon, ça fait plaisir. Sauf que les marchés ont décidé en fait de se faire peur. Tu vois, c'était... Enfin, je sais pas. En fait, faut se retourner le cerveau. Plus c'est pourri, plus t'achètes, plus c'est bon, plus tu vends. Voilà, c'est... la logique macro. En même temps, on va pas s'enflammer, tout n'est pas non plus beau dans le meilleur des mondes, car on est quand même passé complètement à travers de l'ADP mercredi, 3 fois pire que prévu, on attendait 1,2 million de créations de postes, on en a eu un peu plus de 400 000. C'est à peu près la seule mauvaise nouvelle de la semaine. Et oui, alors en parlant de chômage, le chiffre du chômage qui a été publié aux États-Unis, bon, au-delà du fait que c'est quand même à quelques semaines des élections présidentielles, Trump, machin, etc., bon, pas de polémique, comme dirait l'autre, cela ne nous regarde pas. Tout à fait, une hernie testiculaire, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Donc il faut savoir que dans les emplois qui ont été créés, etc., on a quand même créé plus de 330 000 emplois. Il faut juste savoir que parmi les emplois qui ont été créés aux États-Unis, plus de 320 000 créations de postes ont été des agents du recensement. Donc ils ont embauché des mecs pour se recenser comme quoi il y avait moins de chômage parce qu'ils ont été embauchés. En fait, c'est un peu ça le concept. Et bien évidemment, au passage, on déclassifie tous les travailleurs temporaires, etc., etc., pour booster un petit peu la stat. Ça fait pas de mal. Bref, bonne nouvelle. Oui, sur le papier, officiellement, les marchés se sont dit, après quand même quelques petites minutes de réflexion, on y va pas, est-ce que c'est vraiment bon? Et puis finalement, vendredi, ils sont repartis dans la lignée de la semaine. On pète les plus bas, on lâche tout. Alors oui, un autre mauvais chiffre peut-être sur lequel on va s'attarder, qui est quand même très important et que j'estime d'ailleurs être plutôt le chiffre de la semaine, c'est en Australie. PIB au second trimestre, moins 7%. Bon, tu vas me dire, il y a eu pire ailleurs, en quoi c'est exceptionnel? Eh bien parce que c'est la première récession en 30 ans. Récession parce que ça fait 2 trimestres d'affilée que le PIB est négatif. Enfin, la croissance du PIB, pas le PIB. Et c'est donc la plus forte baisse depuis que les statistiques ont été recensées, c'est-à-dire depuis 1959. Et oui, 2008, l'Australie est complètement passée à travers grâce à la demande de ressources naturelles en provenance de la Chine. Charbon, fer, gaz. Et justement, on appelait l'Australie jusqu'à présent de Lucky Country. Bon, tu t'en doutes, depuis le début de l'année, l'Australie était ravagée déjà par les feux de forêt qui ont brûlé tout de même 12 millions d'hectares, de fortes restrictions, notamment la fermeture des frontières liées au Covid, mais aussi des tensions justement avec la Chine, parce que l'Australie a montré son soutien pour enquêter sur l'origine du Covid en Chine. Et les 200 milliards de dollars australiens qui ont été injectés auprès de l'économie, finalement, n'ont pas suffi pour entraîner en récession, même si c'est nettement moins pire que les pays avancés. News de la semaine, c'est que Veolia veut se marier avec Suez pour créer le champion du monde national de tout ce qui est environnement, etc., en proposant une offre à Engie de racheter sa participation auprès de Suez au cours de 15,50 €, ce qui est quand même tout de même 50% au-dessus du prix que cotait l'action Suez au 30 juillet, ce qui est quand même déjà pas mal. Visiblement, l'offre, pour le moment en tout cas, a été refusée. Oui, c'est un petit peu rapide, c'est pris de court, notamment lorsque, tu reçois l'info le dimanche matin. Bon, en même temps, a priori, l'offre est quand même ferme, au moins jusqu'à fin septembre. Il y aura très probablement une contre-offre. Suez a dit, bon,
bon, les gars, c'est bien gentil, mais nous, on n'a pas le temps, hein. On va se mettre dans le rouge comme ça pendant 2-3 ans, le temps de faire le rapprochement, le mariage, etc. hein. C'est source de problème. Même si clairement, dans une logique industrielle, ça permettrait de booster le truc. Et ce que je retiendrai surtout, c'est la notion positive de tout ça, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des boîtes qui réfléchissent un petit peu plus que simplement de se dire, bon, j'espère que l'orage va passer, on verra comment ça va venir, et puis, en attendant, on attend. Au moins, on réfléchit à être plus fort. Donc, pour conclure, ils vont se renifler un petit peu avant de... Allez, petite question dans ce débrief hebdo, une fois n'est pas coutume. Quel est ce graphe? Alors non, ce n'est pas l'action Casino ni l'action Valorec, c'est le Nasdaq en données mensuelles inversé. Oui, parce que lors de gros mouvements de panique comme ça, on voit souvent, oui, c'est des gros sell-off, grosse panique, le crack, le début de la fin, oulala. Toute cette logique un petit peu sensationnelle d'ailleurs, dans le sens complètement opposé de ce qu'on a eu quand même ces dernières semaines, avec une euphorie absolument extrême, oulala, ça explose, ça explose, ça explose. Ou bien évidemment, ces gros mouvements de volatilité qu'on n'avait pas connus depuis des semaines, sont complètement ravageurs pour notamment les traders particuliers qui maîtrisent pas trop le sujet, notamment du money management. Je parle des fameux traders Robinhood, en mode levier max, la bourse c'est facile, tu cliques, t'achètes, ça monte. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, machin il parle, les chiffres sont dégueux, tu payes, ça monte. Et alors, elle n'est pas répondue la question là? Sinon, plus sérieusement, tout ça pour dire qu'il faut toujours prendre un petit peu de recul. Viens là que je dézoome le graphe pour y voir plus clair. What did you expect? Et pour te dire que oui, ok, ça baisse, mais s'il devait vraiment y avoir un crack, une panique générale, ça va aller quand même beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, pendant beaucoup plus longtemps, notamment si on compare avec ce qui s'est passé en 2008. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, c'était autre chose, c'est un autre niveau. Donc oui, il y a de la marge. Et tiens, je vais te montrer un autre graphique. Par exemple sur l'action Amazon depuis 20 ans. Disons que si ça baisse un peu, c'est pas déconnant non plus. On est juste plus habitué à de la volatilité. Prenons par exemple les GAFAM avec les variations de la semaine. C'est effectivement, ça semble complètement catastrophique. Et si on met à côté les variations depuis le 1er janvier, c'est-à-dire qu'on a eu le mouvement de panique lié à la crise, qui est quand même relativement normal, et toute la remontée. Ok? Voilà. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Et si tu es en mode panique, c'est peut-être que le money management est peut-être un soupçon un peu mal adapté. Le petit conseil du moment, vu qu'il n'y a plus de volatilité, ça bouge beaucoup plus vite. Et donc pour éviter de te faire avoir, et si tu places des stops de protection trop serrés, utiliser des tailles de position plus faibles et des stops de protection plus larges. Pourquoi? Parce qu'on raisonne en pourcentage de son capital par trade et par rapport au risque que l'on prend, et non pas en euros ou en points ou en pips. D'ailleurs, effectivement, en parlant de volatilité, le VIX avait commencé à progresser alors même que le SP500 continue à monter, lui, sur des nouveaux records historiques. Oui, VIX, indice de la peur. Normalement, lorsqu'il monte, la peur augmente. Sauf qu'il était en train de monter alors que le SP500 était encore en train de monter. Bref, le VIX avait raison. Me concernant, j'ai continué tout simplement à travailler mon plan de vente sur le CAC 40 en bas de la borne haute de ce range, puisque tout simplement on est dans un range, donc je vends en haut, j'achète en bas. Avant justement que le Nasdaq et le SP500 commencent à décrocher, tout simplement parce que le CAC 40 sous-performait par rapport aux indices américains, liés notamment à la force de l'euro-dollar. Donc il baissait plus vite et il montait pas du tout en fait. Donc plutôt que d'essayer de chercher le point haut sur les indices américains, d'ailleurs à l'inverse je cherchais plutôt des achats notamment en intraday pour accompagner la tendance, je l'ai shooté 5040, 5070, bref, si t'es chez IVT tu le sais, et je te remets le graphique si jamais tu n'y es pas, simplement pour comprendre le plan. Le DAX, voilà où est-ce qu'on en est, on surveillera la semaine prochaine notamment les 12 700 points, très important parce que si jamais on passe en dessous, ça va commencer un peu à sentir pas très bon. Ma bêtise de la semaine, oui, parce que on fait pas que des gains non plus, voire on fait pas que des trades gagnants, voire que des trades super cohérents, rien de dramatique. Lundi matin, je me lève très tôt pour travailler quelques heures notamment pour la rédaction de ce carnet de bord, surtout moi il me sert tout au long de la semaine pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est par rapport à mes plans de la semaine. Bref, zone de vente sur le Dow Jones, 29 000, 29 200. Très simplement, grosse zone de résistance, c'est une vente de manière offensive. Pourquoi pas le SP500 ou le Nasdaq? Tout simplement parce qu'ils surperforment, ils sont sur des records historiques, ils sont en mode débile, alors que le Dow Jones c'est un peu moins fort que ses deux potes. Donc je me dis, ok, shorter le CAC, si tu veux un peu plus de vol, le Dow Jones ça peut être sympathique. Bref, et je sais pas ce qui m'a pris, trop concentré ailleurs, je sais pas, sur le Rodol, etc. On va en parler juste après, le Silver, le CAC, etc., etc. On arrive sur le Dow Jones pile poil dans la zone 29 000, 29 200. Et là, tu me crois pas, je l'ai pas shoot. Je l'ai pas shoot. Et derrière,
Voilà. Alors ça m'arrive rarement, mais ça arrive quand même. Donc leçon, matin, midi et soir, revoir tes plans de trading et les respecter, bordel. Ça, c'est comme tu fais une checklist, par exemple, je sais pas, dans n'importe quel autre domaine, tu fais une checklist, bah tu l'as. Prenons par exemple un maçon, tu vois, il construit son immeuble. Oh putain, oh j'ai oublié de regarder le plan. Oh j'ai oublié de couler la dalle de béton. Oh la boulette. Bref, revoir ses plans, hein, ça mange pas de pain, ça prend pas beaucoup de temps, ça fait pas de mal. Ça m'aurait juste permis de gagner, bon accessoirement, un peu plus de 1000 points. Et oui, pour la petite histoire, du coup le Dow Jones c'était quand même d'un point de vue technique beaucoup plus propre à vendre que le SP500 ou le Nasdaq dans un niveau de no man's land. Bravo en tout cas au passage à tous ceux qui shortent le Nasdaq qui ont trouvé le point haut et qui shortent bien évidemment depuis au moins 3000 points de hausse. Bon, tu connais sinon hein, mon plan de vente 18-20 sur l'euro-dollar entre 1,18 et 1,20. Je cherche à le vendre, il a tapé les 1,20, il a perdu un peu plus de 200 points derrière. Ça fait plus d'un mois qu'on broute dans cette zone, je continue à le travailler à la vente, tout simplement. J'ai essayé d'acheter également le silver, alors c'était pas terrible parce qu'il était dans un range, il a un petit peu brouté, il s'est un peu excité entre le dollar, le NFP, les stats, machin, etc. Je me suis pris un stop loss perdant là-dessus. Pas de volatilité, ça broute, c'est pas là où se passe l'action, c'est comme ça arrive. Et là, vaut mieux dégager et être concentré ailleurs, là où ça bouge. Une vente également sur le NZT et JPY, je te partage tout simplement le graphique. Si tu es adepte d'analyse technique et notamment de Forex, ça peut éventuellement te donner une idée. Si, bien évidemment, ça te parle. Bref, tout ça pour dire que j'ai plus l'impression, hein, notamment ce qui s'est passé cette semaine sur les indices, plus particulièrement sur les valeurs technologiques, que c'est plus une purge liée spécifiquement aux valeurs techno, un excès haussier qui est corrigé peut-être par un excès baissier, que d'un mouvement moyen terme généralisé. Et avec une corrélation qu'on aurait avec l'ensemble des actifs. Dans tous les cas, pour le moment, c'est un petit peu tôt pour le confirmer. Et pour terminer ce débrief hebdo, le mot de la fin, émotivité. Ouais, et on va éviter d'être émotif, voilà, hein, tout comme les mouvements de hausse, les mouvements de baisse, on essaye toujours de prendre un petit peu de recul. C'est aussi la raison pour laquelle j'inverse généralement mes graphiques dans ces moments-là. On dézoome, on passe sur des unités de temps un petit peu supérieures, on revoit toujours ses plans pour éviter soit de passer à côté, soit de faire l'inverse, soit d'être complètement perdu. Et effectivement, on peut pas être sur tous les mouvements, sur tous les actifs en même temps. J'étais ravi de te retrouver pour le débrief hebdo de la rentrée. Merci pour vos pouces. Je sais, je crie dans le micro, mais j'espère que tu as aimé le débrief hebdo. Ciao!